Bonjour à tous, aujourd'hui on entre enfin dans le vif du sujet puisque je vais vous parler des règles de base à respecter pour harmoniser une suite d'accords correctement. Je rappelle que cette méthode, encore enseignée dans les conservatoires aujourd'hui, est celle qui a servi à former nos plus grands compositeurs, de Berlioz à Duruflé, et que ces principes sont applicables à tout type de musique, donc quel que soit votre style, cela peut vous apporter beaucoup. Des connaissances minimales en solfège sont nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo. Soit connaître le don des intervalles, savoir ce qu'est un accord parfait, et lire correctement la musique dans les clés de Sol, de Fa et d'Ut 3. Comme précisé dans ma précédente vidéo, les exercices d'harmonie s'écrivent pour quatuor vocal ou à cordes. J'écrirai mes exemples pour quatuor à cordes, les clés de cet ensemble étant plus faciles à lire. Voici les tessitures à respecter lorsque vous écrirez pour cet effectif. Et cela nous amène à notre première règle. Pas trop d'espace entre les voix, sous peine de vous retrouver avec des sonorités maigres. Il ne faudra pas dépasser une octave d'écart, sauf entre les deux voix graves, où l'on pourra aller jusqu'à la dixième. Alors, pourquoi une dixième ? Tout simplement parce que les sons graves supportent mieux d'être espacés que les sons plus aigus, leur longueur d'onde étant plus longue et leurs harmoniques plus rapprochées en termes de fréquence. Par exemple, si je vous joue 3 notes serrées dans le grave, on entend bien que leur résonance, trop proche, se gêne, d'où cette sonorité sombre et confuse. Mais si je les espace comme ceci, leur sonorité gagne en clarté et en plénitude. Pour les sons aigus, c'est le contraire. Des notes rapprochées sonneront très bien, alors que des notes très espacées auront généralement une sonorité plus faible. Concernant les accords, on n'utilisera, pour commencer, que des accords parfaits à l'état fondamental. On indiquera leur chiffrage au-dessus de la portée la plus grave et le degré de la tonalité à laquelle ils appartiennent en dessous de celle-ci. Prenons par exemple cet accord. Il s'agit d'un accord de Sol majeur à l'état fondamental. J'indique donc son chiffrage ici. Si on se fie à l'armure et à l'accord initial, nous sommes en Do majeur. Il s'agit donc d'un accord du 5e degré, ce que je vais indiquer en chiffre romain sous la portée. Et puisque nous en parlions, il faudra être vigilant avec les accords du 5e degré, puisqu'ils contiennent ce qu'on appelle la note sensible. C'est une note à mouvement obligé qui devra, sauf exception, se résoudre sur la tonique. Si je vous joue la gamme de Do majeur en m'arrêtant sur la sensible, on sent bien qu'elle est attirée par la tonique qui n'est distante que d'un demi-ton. La faire aller ailleurs créerait une gêne pour notre oreille. C'est la raison de cette règle. On pourra admettre qu'elle descende si la tonique se fait entendre à la voix supérieure sur le temps suivant. L'oreille aura ainsi l'impression que la sensible s'est résolue correctement. Cette résolution astucieuse est très souvent utilisée par Jean-Sébastien Bach dans ses fameux chorales. Comme précisé plus tôt, ces règles ne concernent que les accords de dominante, eux seuls générant un sentiment de tension-suspension demandant à être résolu. Sur un accord du 3e degré, qui n'a pas une fonction de dominante, je peux sans problème faire descendre la sensible sans que cela ne soit gênant à l'oreille. C'est ce que fait Maurice Ravel dans la première mesure de son quatuor à cordes. Pour illustrer les règles restantes, je vous propose de reprendre les exemples que je vous avais fait écouter dans ma vidéo d'introduction. Et l'exemple bien harmonisé était le numéro 1. Bravo à tous ceux qui ont deviné correctement. Mais pourquoi sonne-t-il mieux au juste ? Eh bien, pour les raisons que voici. Premièrement, les accords de l'exemple 1 sont agencés de façon à ce que la voix supérieure, soit celle qui s'entend le plus, forme une belle ligne mélodique conjointe. En comparaison, la ligne mélodique principale du deuxième exemple paraît beaucoup plus décousue. Ensuite, regardons comment les deux premiers accords s'enchaînent. Dans l'exemple 2, on s'est maladroitement contenté de déplacer le premier accord parallèlement vers le bas pour obtenir le second. Ce faisant, on fait ressortir deux sonorités déplaisantes. Des quintes parallèles, Do-Sol, puis Sol-Ré.
Ces deux intervalles entendus consécutivement donnent une sonorité assez âpre et moyenâgeuse, qui peut être très belle dans certains contextes, mais se remarque trop dans un langage classique. Des octaves parallèles. Do-Do, puis Sol-Sol. Le défaut des octaves parallèles, c'est qu'elles sont d'une sonorité plate. On les utilise sans problème lorsqu'on a beaucoup de voix à disposition, par exemple dans une pièce pour orchestre, afin de renforcer une ligne mélodique. Mais ici, nous ne disposons que de 4 voix. Même si on trouve dans beaucoup de quatuors du répertoire des doublures mélodiques, on les interdit aux élèves afin de développer leur imagination en les forçant à toujours garder 4 voix différentes. Grâce à l'utilisation de mouvements conjoints ou obliques, on a réussi à éviter ces désagréments dans l'exemple 1. La première quinte devient octave et la première octave devient tierce. De plus, on a gardé la seule note commune à ces deux accords, le sol, au même endroit, ce qui va créer une sorte de pont entre eux et rendre l'enchaînement beaucoup plus acceptable et logique pour l'oreille. Pour finir, voici quelques règles diverses. Certains intervalles sont à éviter. La septième majeure, trop dissonante, et les intervalles augmentés pour la même raison. On autorise les intervalles de quarte et de quinte diminuées lorsqu'ils sont suivis d'un mouvement contraire et conjoint. Les croisements entre les voix sont également à proscrire. Par exemple, le violoncelle ne pourra pas passer au-dessus de l'alto, ou le violon 1 descendre en dessous du violon 2. Cela ne sera admis que plus tard, lorsque les lignes mélodiques l'exigeront. Il faudra aussi que je vous parle des règles sur les quintes et octaves directes, qui sont encore plus complexes que celles sur les quintes et octaves parallèles. Elles feront l'objet d'une vidéo à part. Et avant de conclure, voici à l'écran un résumé de tout ce que je viens de dire. Voilà donc pour les règles de base. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais comme elles sont communes à tous les accords, j'étais obligé de vous en parler dès maintenant. Si certaines choses ne vous paraissent pas claires, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore tout retenu, personnellement, il m'a fallu un certain temps et pas mal de pratique avant de tout assimiler. Au passage, si vous comptez vous mettre à l'harmonie sérieusement, je vous conseille vivement de vous trouver un bon professeur. Car comme vous l'avez vu, les règles sont trop nombreuses pour qu'un débutant, autodidacte de surcroît, soit capable de réaliser un exercice sans faute. D'où l'intérêt d'avoir un retour sur vos travaux, sans quoi vous pourriez prendre de mauvaises habitudes. Et sur ce dernier conseil, je vous souhaite un bon apprentissage. À la prochaine!